Nous sommes en Italie, sur le champ de bataille de Solferino, en juin 1859. Alors que Napoléon III est venu en aide au roi du Piémont-Sardaigne, Victor Emmanuel II, les Alliés affrontent l'Empire d'Autriche dans les plaines de Lombardie. Le Bonaparte espère vaincre le Habsbourg sans l'humilier afin de faire de la France le nouvel arbitre de l'Europe, mais les événements finissent par échapper à son contrôle. D'abord, les opérations militaires lui coûtent cher en hommes et en matériel. Magenta et Solferino sont des victoires aussi glorieuses que coûteuses et l'empereur est contraint de signer une paix hâtive avec l'Autriche. Ensuite, s'il comptait placer l'Italie sous l'influence du Second Empire, la mobilisation de la Prusse l'oblige à rapatrier ses troupes sur la frontière du Rhin. Le départ des Français profite aux révolutionnaires italiens qui tournent le dos à leurs alliés en annexant les deux Siciles et en unifiant la quasi-totalité de la péninsule. L'apparition d'une nouvelle nation au sud des Alpes ne plaît pas à tout le monde et le Bonaparte est désigné comme le premier responsable. Pourtant, malgré la crise politique et diplomatique qui s'annonce, Napoléon III retire aussi un immense prestige de son intervention. Là où Louis XVI avait sauvé les États-Unis, là où Charles X avait sauvé la Grèce, là où Louis-Philippe avait sauvé la Belgique, Napoléon III marche sur les pas de ces grands hommes en jouant un rôle crucial dans la formation de l'Italie. Pourra-t-il seulement rassurer ses voisins et rassurer les catholiques à l'heure où il rêve encore de conquête dans le Nouveau Monde? L'empereur des Français est encore à l'initiative après la campagne d'Italie et déclenche la campagne militaire la plus inattendue de l'histoire de France, la conquête du Mexique. Le saviez-vous, lors du siège de Paris par les Prussiens en 1870, la population commençait à mourir de faim, mais les restaurants de luxe continuaient à tourner malgré la guerre. À défaut cependant de pouvoir servir aux clients des mets traditionnels, les cuisiniers leur proposaient un menu plutôt original. Grâce aux animaux du zoo, la carte ressemblait à ceci: daube de serpent python servie sur son lit de poireaux, crépinette d'hippopotame et tarte de singe au vin de Bordeaux, rôti de lion ou steak de rhinocéros. Un restaurateur de la rue Saint-Honoré fit même fortune avec une pièce de viande extrêmement rare qui fit la une des journaux pendant quelques jours. On dit que la trompe de l'éléphant du Jardin des Plantes aurait été vendue à prix d'or, les bourgeois de Paris se l'arrachant pour avoir le privilège de la goûter. Alors aujourd'hui, pas de guerre ni de famine, mais plutôt au lit, dont les produits sont représentés par des animaux qui n'attendent que vous pour les adopter. Voyez plutôt requin à la fraise, tigre tropical ou panthère à la pêche. Parlons aussi du gorille au raisin ou du cobra citron, en passant par le chameau à la figue de Barbarie. Il s'agit évidemment d'arômes naturels et non de vrais animaux, l'objectif étant de vous proposer une gamme de boissons énergisantes sans sucre et sans taurine. La préparation est de plus fort simple, vous versez la poudre dans un shaker, vous ajoutez de l'eau, vous secouez et vous savourez. Les produits au lit viennent aussi sous forme de thé glacé ou de boissons hydratantes pour vos séances de sport, selon votre préférence. Bref, si jusqu'ici j'optais pour l'aigle impérial à la framboise, le strawberry raptor, je me suis laissé tenter par les petits nouveaux comme le piranha grenade ou l'alligator pomme. C'est moins original que la trompe d'éléphant qui a fait la fortune du restaurateur en 1870, mais c'est beaucoup plus sain et sûrement tout aussi savoureux. Alors, en cliquant sur le lien juste en dessous, profitez de 5% de réduction sur votre premier achat ou de 10% de réduction sur vos autres commandes. On vous conseille de prendre les packs découvertes pour trouver votre saveur préférée et tout sera livré chez vous en quelques jours. Avec le lien ou directement avec le code Bataille de France 5, un pack et un shaker vous revient à 19,99€, alors bonne vidéo avec Oli. Après les batailles de Magenta et de Solferino en 1859, puis après l'unification de l'Italie en 1861, Napoléon III tente de se rattraper autant sur la scène extérieure que sur la scène intérieure. S'il s'est appuyé exclusivement sur la droite conservatrice pour gouverner jusque-là, les catholiques sont désormais furieux contre le régime impérial. Si vous vous rappelez de l'épisode 5, le système de volonté populaire mis en place en 1852 fonctionne surtout parce que le clergé mobilise l'opinion publique dans les campagnes. Les plébiscites et les élections sont certes encadrés par le gouvernement, mais le vote repose quand même sur un choix plus ou moins libre des électeurs. Sans le soutien des prêtres, la population risque donc de se détourner du régime impérial, obligeant l'empereur à trouver de nouveaux soutiens dans le paysage politique. Au début des années 1860, Napoléon III fait des choix cruciaux pour l'avenir du pays qui peuvent se résumer de la façon suivante. Pour trouver du soutien au centre, il libéralise le système politique. Pour trouver un appui à gauche, il ajoute des réformes sociales à sa politique industrielle. C'est une façon de compenser le manque de ralliement chez les conservateurs et de redorer son image en s'inscrivant toujours un peu plus dans l'héritage révolutionnaire. Pourtant, n'est-ce pas contradictoire avec tout ce que nous avons dit jusque-là, c'est-à-dire avec le fait que le Second Empire soit autoritaire? Après l'attentat d'Orsini de 1858, le gouvernement semblait davantage tenté par une dérive despotique que par des concessions. Napoléon III assume pourtant sa volte-face en expliquant que la situation sous la Seconde République exigeait de la répression car la France s'était livrée selon lui au chaos social. Pour le Bonaparte, la menace d'émeute combinée à celle d'une intervention étrangère justifiait à l'époque la mise en place d'un régime fort, mais maintenant que l'ordre serait rétabli, la dictature serait moins nécessaire.
Les députés et les sénateurs auront plus de pouvoir, et Napoléon III espère en retour qu'ils défendront sa couronne dans les moments difficiles. Alors, par un décret du 24 novembre 1860, l'empereur modifie prudemment la constitution de 1852. Il accorde au corps législatif et au Sénat le droit d'adresse, c'est-à-dire la possibilité donnée aux députés et aux sénateurs de questionner son gouvernement. Même si Napoléon III reste l'arbitre ultime du processus décisionnaire, il fait un premier pas vers le rétablissement d'un régime parlementaire, car il permet aux élus de critiquer son action. Quand les députés s'adressent à un ministre, ils peuvent aussi l'influencer, voire le réprimander. Renforcé en 1861 par deux senatus consultes, c'est-à-dire des décisions prises à l'initiative de l'empereur, le régime quitte sa phase autoritaire et entre dans sa phase libérale. Le droit d'adresse redonne de la vigueur aux journalistes qui publient dans leur quotidien les débats parlementaires et qui s'autorisent au passage des réflexions plus ou moins personnelles. La presse connaît donc un regain d'intérêt sous le Second Empire, grâce aussi aux nouvelles techniques d'impression qui permettent de vendre les journaux à seulement 1 franc. Le débat public s'enflamme à nouveau et la grande bourgeoisie se met rapidement en ordre de bataille pour les élections législatives. En 1863, l'une des principales victimes du coup d'État de 1852 en profite pour faire son grand retour en politique. Adolphe Thiers sort de son silence et dépose sa candidature aux élections sous le hagard mais beau joueur de Napoléon III qui ne l'empêche pas de se représenter. L'ancien député l'avait pourtant traité d'idiot et son acharnement contre la dynastie des Bonaparte est bien connu, sans parler de son rôle dans la répression des ouvriers canuts en 1834. 20 ans plus tard, Thiers est élu député de Paris aux élections législatives et attise la critique contre le Second Empire. Il accuse l'empereur de tromper l'opinion, car si l'Assemblée a un droit d'adresse, elle n'a toujours pas le droit d'interpeller ni de bloquer les décisions du gouvernement. De plus, si les journaux se multiplient, la censure n'a pas encore été levée et les éditeurs doivent toujours demander l'autorisation de la préfecture avant de publier. Thiers défie alors le régime impérial en l'appelant à aller jusqu'au bout de son engagement et en dotant la France d'une nouvelle constitution garantissant de vraies libertés. L'orateur séduit rapidement le palais Bourbon où siège le corps législatif et les députés libéraux monnaient à leur tour leur soutien aux Bonaparte. Si Napoléon III veut les rallier à sa politique intérieure et extérieure, le Second Empire devra devenir un régime parlementaire placé sous leur influence. Par contre, prévient Adolphe Thiers, pas question que la parlementarisation du régime ne profite à la gauche qui saboterait selon lui les fondations de la société civile. Le péril rouge, comme il l'appelle, n'est pas terminé et la France est toujours sous la menace du communisme des ouvriers. Au début des années 1860, la révolution industrielle bat toujours son plein et la ville de Paris connaît une croissance urbaine exponentielle de ses faubourgs. La capitale est quasiment ceinturée par les quartiers pauvres, et même si l'Empire a fortement réprimé la gauche, le souvenir des révolutions agite encore les esprits. La bourgeoisie, dont les représentants siègent au Conseil législatif et au Sénat, est alors dans une situation paradoxale. Elle lutte pour davantage de libéralisme en politique, mais souhaite quand même que Napoléon III continue à maintenir l'ordre comme il a su si bien le faire sous la Deuxième République. C'est d'autant plus important que l'empereur a annoncé une amnistie générale après sa victoire en Italie et que les socialistes condamnés pour rébellion ont été libérés. Cependant, si vous vous souvenez bien de la série précédente, le Bonaparte se réclamait aussi des idées saint-simoniennes avant le coup d'État. Tout comme il relâche progressivement le caractère répressif du régime, il souhaite également desserrer la pression sur la gauche et accorde notamment aux ouvriers le droit de grève. En 1864, c'est-à-dire la même année que le fameux discours d'Adolphe Thiers en faveur d'une nouvelle constitution, il permet aux ouvriers d'arrêter le travail sans craindre l'intervention des gendarmes. Le droit de grève est crucial dans l'histoire sociale de la France, car il permet aux ouvriers d'imposer un rapport de force contre le patronat. Le Second Empire remet donc au goût du jour la lutte des classes, une façon pour Napoléon III de tempérer les ardeurs de la bourgeoisie et d'obtenir de nouveaux soutiens dans les faubourgs. Alors, voici le pari pris par Napoléon III après l'indépendance de l'Italie. S'il a perdu le soutien de nombreux catholiques, il récupère des voix chez les libéraux tout en faisant monter la gauche révolutionnaire pour les diviser. Les députés ont le droit d'adresse, les ouvriers ont le droit de grève, l'empereur se réinvente en force de conciliation et non plus de répression. Reste à savoir si l'empire libéral saura maintenir l'équilibre entre ces deux forces montantes et si la dynastie des Bonaparte pourra se maintenir dans le temps. Ainsi, selon l'historien François Furet, Napoléon III est une figure absolument unique dans l'histoire contemporaine. C'est l'un des rares dictateurs qui profite des pouvoirs qui lui sont conférés pour libéraliser son régime politique et non pour verrouiller les institutions. Même s'il le fait par calcul, cette ouverture progressive à la parlementarisation redonne de la vigueur au débat public tout en évitant le chaos social et donne un cadre à l'exercice des libertés. Par contre, la priorité pour le souverain est quand même de rééquilibrer sa politique extérieure dans un contexte où la France n'a désormais plus d'alliés sur la scène européenne. Le Royaume-Uni le tourne dos à son tour, non seulement à cause de l'affaire italienne, mais aussi et surtout à cause du canal de Suez qui menace ses intérêts. En Égypte, les Français ont en effet pour projet de percer une nouvelle route navigable qui promet de bouleverser la géopolitique mondiale.
Les marchandises asiatiques atteignent pour l'instant l'Europe en passant par la colonie anglaise de l'Afrique du Sud, mais Napoléon III veut désormais les faire passer par la mer Rouge, qui serait alors placée sous le contrôle de la France. Un siècle après la guerre de 7 ans, c'est une façon de redonner à l'Hexagone une place de choix sur la route des Indes et de remettre en cause l'hégémonie britannique sur le commerce planétaire. Victoria tente évidemment de faire saboter le projet, sauf que l'empereur des Français choisit de passer en force et ordonne à son ingénieur Ferdinand de Lesseps de commencer les travaux. La reine d'Angleterre, jamais à court d'une nouvelle inspiration, donne alors à son homologue le surnom d'agitateur universel. Entre 1859 et 1869, un ingénieur français nommé Ferdinand de Lesseps construit le canal de Suez, ce qui donne un immense prestige à Napoléon III mais qui lui coûte encore un allié. Victoria est d'autant plus fâchée que la marine française est en plein essor, avec par exemple la mise en service sous pavillon tricolore du premier cuirassé de l'histoire militaire. Baptisé La Gloire, il s'agit d'un navire de guerre hors du commun dont la coque blindée peut résister aux canons classiques et qui défie directement la Royal Navy. L'Angleterre et la France sont désormais engagées dans une course à l'armement, ce qui n'arrange pas l'état de leurs relations diplomatiques déjà bien entamées. Maintenant, si le Second Empire semble être à son apogée, le souverain ne peut pas prendre le risque de rester isolé sur la scène européenne. La Prusse n'attend qu'une seule occasion pour se venger, sans parler de la Russie toujours sous le choc de la guerre de Crimée et le Royaume-Uni désormais fâché. Il ne resterait plus que l'Autriche, mais par quel miracle le Bonaparte pourrait-il se réconcilier avec son ennemi d'hier ? François-Joseph de Habsbourg n'est pas prêt d'oublier l'humiliation de Solferino, pas plus qu'il n'est prêt à lui pardonner la fin de l'influence autrichienne en Italie. Pourtant, envers et contre tout, Napoléon III estime que tout espoir n'est pas perdu et qu'une affaire dans le Nouveau Monde pourrait bien poser les bases de leur future réconciliation. De l'autre côté de l'Atlantique, tandis que les États-Unis se déchirent dans la guerre de sécession, les Mexicains sont en pleine révolution. Le président libéral Benito Juárez est en conflit avec des généraux conservateurs et ces derniers cherchent justement l'appui des Européens pour abattre la République du Mexique défendue par le premier. En plus de ça, Juárez a indiqué ne plus être en mesure de payer les dettes du pays, ce qui provoque la fureur des banquiers britanniques, espagnols et français. Les milieux d'affaires pressent leurs souverains respectifs d'intervenir en faisant débarquer des hommes et des canons pour raisonner le président Juárez et l'obliger à rembourser les crédits. En 1861, c'est ainsi que les conservateurs mexicains en profitent pour envoyer plusieurs délégations à la cour de Paris. Ils demandent au Bonaparte une aide militaire en échange du paiement de ses fameuses dettes et d'un accès privilégié à leurs ressources naturelles. Napoléon III se laisse convaincre, il voit surtout dans cette affaire l'opportunité inespérée de se réconcilier avec l'Autriche, car ses invités défendent la candidature de Maximilien de Habsbourg à la tête de leur État. Maximilien n'est autre que le frère de François-Joseph, et offrir à sa famille une part de Nouveau Monde pourrait compenser ses pertes en Italie. De plus, en défendant les intérêts des banquiers britanniques qui réclament leurs arriérés de paiement, Paris pourrait également renouer contact avec Londres. L'affaire du Mexique pourrait ainsi s'avérer cruciale pour sortir la France de l'isolement diplomatique, sans compter l'accès potentiel à des matières premières qui viendraient nourrir son industrie. Convaincu par le projet, un diplomate français n'hésite plus à parler d'idée du règne pour désigner la future expédition qui s'annonce. D'une pierre deux coups, Napoléon III en profiterait pour créer en Amérique centrale un puissant État catholique qui ferait contrepoids à l'influence des protestants portés par les États-Unis. Et qui sait, si Paris se met à défendre les intérêts de l'Église romaine, l'électorat catholique qui a lâché l'empereur après la guerre d'Italie pourrait bien lui pardonner ses erreurs. En fin d'année 1861, l'une des campagnes militaires les plus inattendues de l'histoire de France commence enfin. Avec l'ambition de créer un puissant État catholique au Mexique, Napoléon III espère résoudre tous les problèmes de sa politique étrangère. Il ferait un appel du pied aux Autrichiens en plaçant un Habsbourg à la tête de sa conquête, il ferait participer l'Angleterre et l'Espagne en brisant son isolement diplomatique, il créerait un concurrent aux États-Unis d'Amérique. L'empereur des Français voudrait même en profiter pour creuser un canal entre l'océan Atlantique et l'océan Pacifique et hésite entre le Nicaragua et le Panama pour accueillir le chantier. Alors, avec 11 bâtiments à vapeur et 3000 hommes, le corps expéditionnaire français débarque à Veracruz en janvier 1862. Les contingents britanniques et espagnols sont censés participer, mais peu après leur arrivée, Londres et Madrid font finalement demi-tour. Les Européens n'approuvent plus les ambitions de Paris, qu'ils trouvent démesurées, et contraignent Napoléon III à envoyer 3000 hommes supplémentaires au Mexique. L'expédition dite des 6000 commence donc dans des conditions inattendues et connaît rapidement ses premiers revers sur la route qui mène à Mexico. Lorsque les Français approchent de la ville de Puebla, située entre Veracruz et la capitale, ils sont repoussés par une armée de 12 000 Mexicains libéraux qui les accueillent à coups de canon. L'affaire tourne à la déroute pour l'empereur, dont les citoyens en métropole s'émeuvent rapidement du sort des soldats sacrifiés.
Après la défaite de Puebla du 5 mai 1862, Napoléon III refuse de s'avouer vaincu et décide d'envoyer un contingent supplémentaire. Il met sur pied une troupe de 23 000 hommes soutenus par les meilleurs éléments de l'armée française et demande évidemment à l'armée d'Afrique d'y participer. Chasseurs, tirailleurs, zouaves, les hommes qui ont tant prouvé leur valeur sur le théâtre algérien sont pleinement mobilisés dans la conquête de l'Amérique centrale. Par contre, à la grande surprise des principaux intéressés, la Légion étrangère, qu'on appelle à l'époque le Régiment étranger, ne semble pas avoir été appelée. Celle-ci fut créée en 1831 au moment de la conquête du Maghreb central pour employer les combattants européens licenciés après la défaite de Napoléon et rêvaient pourtant de repartir au front. Il s'agit d'hommes expérimentés, souvent nés en Allemagne ou en Belgique, qui sont cantonnés en Algérie dans des régions plus ou moins pacifiées. Malheureusement, le bruit court que certains officiers de la Légion se seraient mal comportés et que leur méthode disciplinaire serait inadaptée, ce qui aurait eu pour conséquence de détruire le moral des hommes. Lorsque le ministre de la Guerre communique la liste des bataillons, le régiment étranger n'y figure pas. Le maréchal Randon estime que les légionnaires sont inaptes au combat et qu'ils ne sont bons que pour les travaux d'entretien et surtout pas pour un long voyage vers le Nouveau Monde. Alors, quand ils apprennent la nouvelle, les soldats de la Légion sont consternés. Eux, les admirateurs du drapeau tricolore, les sacrifiés de la bataille de l'Alma, les héros de Sébastopol, de Magenta, de Solferino, comment est-ce possible de leur refuser une mort glorieuse? La consternation est telle que les légionnaires décident d'écrire une pétition pour protester. Malheureusement pour les légionnaires, la lettre qu'ils avaient écrite à l'empereur est interceptée et portée à la connaissance de leur responsable hiérarchique, le colonel Jean Ningro. L'officier, qu'on surnomme le Bayard des Braves, tant ses exploits en Algérie sont connus dans le monde entier, est absolument furieux contre ces hommes. Se plaindre, quand on est un soldat, est strictement interdit par le règlement. Les légionnaires et leurs officiers ont failli à leur devoir et doivent être punis pour leur manque de discipline, c'est-à-dire qu'ils sont mis aux arrêts pendant plusieurs semaines. Pour le colonel, c'est le régiment tout entier qui est en faute, car ceux qui ont écrit la lettre se sont rendus coupables de rébellion et ceux qui n'ont rien fait se sont rendus coupables d'ignorance. Le Bayard des Braves ne leur trouve aucune excuse et cantonne tout le monde en caserne jusqu'à nouvel ordre. Cependant, ajoute-t-il après ces réprimandes, le message serait quand même parvenu sur le bureau du ministre de la Guerre et celui-ci ne serait pas resté insensible au sort du régiment. Les légionnaires ont demandé à mourir pour la France et leur sens du sacrifice est bien connu du maréchal Randon qui a d'ailleurs fait sa carrière en Algérie. Or, au même instant, l'expédition du Mexique poursuit son cours avec des Français qui ne sont pas plus avancés. Les 23 000 hommes de Napoléon III sont arrivés au mois de septembre 1862 et sont encore bloqués devant Puebla où les Mexicains résistent à tous les assauts. L'affaire commence à s'enliser et l'opposition compare déjà cette expédition à la guerre d'Espagne de Napoléon Ier à cause de la guérilla que mène le gouvernement mexicain à son neveu. Les irréguliers de Juarez harcèlent les Français dans des embuscades incessantes et le rêve américain de Napoléon III est sur le point de s'effondrer brutalement. Le 15 janvier 1863, tandis que l'expédition du Mexique s'embourbe au second siège de Puebla, Jean Ningro reçoit finalement la réponse du ministère. Le maréchal Randon accepte la demande des légionnaires et veut les employer pour contrer les guerrieros en mettant à profit leur expérience des combats asymétriques. Les hommes du colonel accueillent la nouvelle par une explosion de joie et prennent la direction d'Oran où leur départ est fixé pour le 9 février. La hiérarchie choisit d'oublier le caractère illégal de la pétition tout en prévenant que les légionnaires seront uniquement employés à des missions de patrouille et non à des missions d'assaut comme à leur habitude. Qu'importe, dans une euphorie presque enfantine, les 2000 soldats mobilisés sont débarqués à Veracruz après un voyage d'environ 6 semaines. La Légion découvre ainsi le Nouveau Monde, mais les dangers du climat subtropical leur réservent bien des surprises. Sitôt après leur arrivée en Amérique centrale, les légionnaires reçoivent la visite de nombreux médecins qui tentent de leur expliquer pourquoi l'ennemi le plus dangereux n'est ni le gouvernement mexicain, ni les guerrieros. Le régiment doit adopter une vigilance constante face aux moustiques porteurs du vomito negro, qui se traduit en français par vomi noir. Une simple piqûre peut en effet terrasser n'importe quel Européen, sans parler des risques liés à la fièvre jaune et aux eaux contaminées. Ensuite, à mesure que Jean Ningro répartit ses hommes à travers la route qui mène de Veracruz à Puebla, il découvre une région hostile où les chemins sinueux sont à peine carrossables. Les nombreux cours d'eau et la végétation sont un terrain propice aux embuscades, d'autant plus que l'ennemi ne semble avoir aucune pitié pour son opposant. Par exemple, quand l'état-major décide de construire une voie de chemin de fer devant Veracruz, les irréguliers du gouvernement mexicain attaquent le chantier et massacrent un par un les ouvriers. Beaucoup de civils se font décapiter par des bandits qui repartent aussitôt se cacher dans les collines, là où les Français n'osent pas trop s'aventurer. Alors, lorsque Jean Ningro prend ses quartiers à Chiquihuité, il répartit ses hommes de la façon suivante. Une compagnie prend ses cantonnements à Terreria, 2 autres sont à La Loma, 4 compagnies prennent position à La Soledad et Paso del Macho quand le reste de la troupe reste avec lui. Le régiment étranger quadrille une zone d'environ 80 km de longueur en tentant de résister aux moustiques, aux maladies et aux attaques incessantes des irréguliers mexicains. Les légionnaires remplissent néanmoins leur devoir avec détermination et la sécurité revient progressivement sur les routes.
Satisfait, Napoléon III décide donc d'envoyer un nouveau convoi vers Puebla pour soutenir son armée et demande aux régiments étrangers d'en assurer la protection. Fin avril 1863, alors que le régiment étranger lutte contre la guérilla, Jean Ingros reçoit pour ordre d'acheminer de l'or, de l'argent et des munitions vers Puebla pour redonner l'avantage à ses camarades. L'ennui, c'est que la plupart de ses officiers sont atteints du vomi noir et que la fièvre jaune a décimé ses effectifs. La Légion est quasiment hors de combat et ne peut assurer sa mission qu'avec une extrême difficulté, d'autant plus qu'elle apprend que le gouvernement mexicain est au courant du plan français. Inquiet, mais toujours déterminé à faire son devoir, le colonel fait part à ses hommes de la situation. Il rappelle que les informations dont il dispose ne sont pas certaines, mais qu'en cas d'embuscade ennemie, le régiment étranger n'a presque aucune chance de survivre. Qu'importe, même en sachant qu'il encourt peut-être une mort certaine, un officier français nommé le capitaine d'Anjou propose à Jean Ingros de partir en reconnaissance. Il veut emmener 64 fantassins de la 3e compagnie pour éclairer le chemin autour de Palo Verde afin d'être fixé une bonne fois pour toutes. Peut-être que l'ennemi s'y trouve, ou peut-être pas, au moins le capitaine natif de la région de Perpignan pourrait en avoir le cœur net. Ces légionnaires sont d'origine prussienne, bavaroise, espagnole, danoise, italienne, belge ou hollandaise. Il n'y a que seulement 12 Français, mais chacun d'entre eux est prêt à mourir sous le feu mexicain. C'est ainsi que les volontaires de la 3e compagnie quittent le quartier général de Chiquihuite direction Palo Verde, avec à leur tête le capitaine d'Anjou, un chevalier de la Légion d'honneur. Le 30 avril 1863, d'Anjou et sa petite troupe arrivent au milieu de nulle part après une marche forcée de quelques jours. Le capitaine est malheureusement surpris par des mouvements ennemis autour de sa position et cherche immédiatement un refuge en cas d'accrochage. Les ordres de Jean Ingros ont été clairs, en cas de contact avec l'ennemi, la 3e compagnie doit se replier pour attendre l'arrivée des colonnes de secours et ne doit surtout pas s'engager de manière offensive. D'Anjou s'exécute et emmène ses hommes à travers un chemin accidenté direction le village de Cameron, à quelques kilomètres de Palo Verde. En espagnol, Cameron est plutôt désigné comme une hacienda, ce qui signifie petite exploitation agricole faite de bâtiments de pierre et de bois qui sont très utiles pour la défense. Mais tandis que la 3e compagnie s'avance prudemment vers le hameau, elle est surprise dès 8 h du matin par un tireur embusqué qui déclenche un coup de feu depuis l'un des bâtiments. Sans prévenir, la balle blesse à la jambe un légionnaire qui s'effondre sur le sol et d'Anjou fait charger sa troupe au pas de course pour le déloger. Le tireur est malheureusement introuvable, puis le capitaine comprend que la déflagration a été entendue à des kilomètres à la ronde. Il se prépare au pire, car ses hommes sont encore à découvert et la cavalerie ennemie alertée est en train de leur foncer dessus. Les Mexicains surprennent les Français avant même qu'ils n'aient eu le temps de se barricader et leurs cavaliers commencent à les envelopper en pensant pouvoir les massacrer en quelques minutes. D'Anjou tente alors une manœuvre désespérée, il fait former le carré d'infanterie et prend ses dispositions pour tenir le plus longtemps possible. Ses ordres sont de tirer au bon moment et à la bonne hauteur pour s'assurer que chaque coup de feu soit un coup mortel. L'affrontement dure ainsi près d'1 heure et grâce au dévouement à toute épreuve de ses soldats, le capitaine d'Anjou repousse in extremis la charge de cavalerie. Il remporte donc la première manche et ordonne à sa 3e compagnie de courir pour se réfugier dans Cameron. Après le repli temporaire des cavaliers mexicains, le régiment étranger trouve refuge dans une petite hacienda qu'elle doit nettoyer de ses tireurs embusqués. Il est alors 9 h et d'Anjou répartit ses forces dans l'un des bâtiments d'où il adopte une stratégie de camp retranché en barricadant sa position. Il le sait, et tout le monde le sait, les Mexicains ne vont pas tarder à revenir en grand nombre et les chances de survie sont quasi nulles. Les renforts n'ont aucune chance d'arriver à temps car Jean Ingros ne sait tout simplement pas où sont ses hommes et il leur est presque impossible de lui faire parvenir un message. Cependant, d'Anjou ne baisse pas les bras et partage avec ses hommes sa dernière bouteille de vin. À défaut aussi de pouvoir remplir leurs gourdes avec de l'eau, tant les puits de la région sont à sec, il offre à sa 60aine de légionnaires une dernière ration d'alcool. La communion entre les hommes et le capitaine devient presque religieuse et l'officier en profite pour leur demander de faire le serment de ne jamais se rendre. Quelle que soit l'issue du combat, ajoute-t-il, la 3e compagnie doit continuer à se battre tant qu'il lui reste des munitions pour tirer. Les légionnaires, qui ont tant voulu participer à cette expédition, finissent alors la bouteille du capitaine tout en promettant d'aller au-delà du simple accomplissement du devoir. Sans avoir rien bu, ni rien mangé depuis la veille, ils jurent de tenir parole, quel qu'en soit le prix. Puis, vers 11 h, lorsque l'ennemi commence à encercler la position des Français, le capitaine se lève pour aller inspecter ses défenses. Le rapport de force est désormais de 1 contre 10, il y a 60 légionnaires contre environ 600 Mexicains, sans compter les cavaliers et les renforts potentiels de Jiménez. Mais fidèles à ce qui est devenu le serment de Cameron, les légionnaires ne se débandent pas, même lorsque d'Anjou est tué par une balle en plein front. Alors que le capitaine traverse la cour pour aller donner ses ordres, il est atteint d'un projectile qui le terrasse au premier choc.
Tout au long de la journée du 30 avril, les légionnaires repliés dans Cameron rejettent les offres de reddition de la part des Mexicains et luttent de toutes leurs forces contre l'ennemi. La chaîne de commandement est rapidement décimée. Après d'Anjou, c'est le sous-lieutenant Jean Villain qui est tué vers 14 h. Son subalterne, le sous-lieutenant Clément Maudet, prend le relais, mais il est blessé à son tour et le commandement revient alors au caporal Philippe Mène. Ce vétéran de la guerre de Crimée déploie une énergie formidable pour maintenir sa formation aux côtés d'hommes épuisés, assoiffés, affamés, mais toujours aussi déterminés à respecter le serment. Par exemple, lorsque Clément Maudet s'effondre sur le sol au cours d'une sortie, un légionnaire belge nommé Victor Cateau se sacrifie pour sauver son lieutenant. Il protège son officier supérieur en faisant bouclier avec son corps, avant d'être criblé par 19 balles qui lui percent le torse et le front. À côté, un vieux soldat originaire de Prusse, appelé Geoffroy Wenzel, ainsi qu'un autre belge nommé Laurent Constantin, continuent à tirer malgré la perte de 80% des effectifs. Alors qu'il est déjà 17 h, que leurs camarades sont soit morts soit grièvement blessés, les survivants de la 3e compagnie sont à court de munitions. Le serment passé avec le capitaine d'Anjou s'arrête ici, mais Philippe Mène refuse encore de se rendre tant qu'il n'a pas reçu des garanties suffisantes de la part de l'état-major ennemi. Quand un colonel mexicain nommé Milan lui propose de baisser les armes, le caporal pose ses conditions. Il exige d'abord que l'adversaire apporte des soins à son sous-lieutenant Clément Maudet et que ses camarades encore vivants soient épargnés. Ensuite, ajoute-t-il à bout de force, si les légionnaires se rendent, le colonel Milan doit promettre de raconter ce qu'il a vu. Il doit jurer de témoigner, auprès des Mexicains comme des Français, que la Légion s'est battue jusqu'au bout et qu'elle n'a jamais failli à son devoir. Malheureusement, le colonel Milan refuse les conditions de Philippe Mène et le caporal français décide de se suicider dans un dernier barreau d'honneur. Accompagné du Prussien Wenzel et du Belge Constantin, le trio fonce dans la masse d'infanterie adverse en chargeant la baïonnette au canon. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le colonel Milan change subitement d'avis et ordonne à ses hommes d'arrêter le combat. Ému et respectueux du sacrifice de la 3e compagnie, il prononce alors ces quelques mots restés célèbres. « Ces légionnaires ne sont pas des hommes, dit-il, ce sont des démons et on ne refuse rien à des hommes tels que vous. » Les Mexicains acceptent finalement les demandes de Philippe Mène et consentent à raconter par écrit le combat de Cameron. 150 ans plus tard, c'est aussi grâce à leurs témoignages que nous avons pu raconter l'histoire invraisemblable des hommes de la Légion. Et c'est ainsi que la bataille de Cameron est devenue mythique dans l'histoire militaire française. À une époque où le régiment étranger n'avait pas encore bonne réputation, il a fait preuve d'exemplarité dans un moment tragique et a gagné la sympathie de toute une nation. Le sacrifice de la 3e, ainsi que le dévouement absolu de ses légionnaires à leurs officiers supérieurs, sert depuis d'exemple à tous les soldats de France et d'ailleurs. Les rescapés seront décorés de la Légion d'honneur et leur légende sera mise en récit quelques années plus tard. Quant au convoi qu'ils étaient censés protéger, celui-ci part finalement de Veracruz 3 jours plus tard et transite jusqu'à Puebla sans encombre. Le combat de Cameron a permis de mettre en alerte l'armée française et de révéler la position des Mexicains qui sont repoussés vers les terres du Nord. L'état-major reçoit donc ses munitions à temps, puis perce enfin le front le 17 mai 1863. La route vers Mexico est désormais ouverte, et la Légion étrangère peut se targuer d'avoir joué un rôle crucial dans cette nouvelle victoire tricolore. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous donner un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Pour être aussi efficace que la Légion dans le combat de Cameron, n'hésitez pas à vous fournir auprès de notre partenaire du jour, Oli, dont les boissons vous donneront l'énergie nécessaire en toute occasion. Avec le code BATAILLE5, ou bien en cliquant sur le lien juste en dessous, obtenez 5 à 10% de réduction sur vos commandes. Quant à nous, rendez-vous très vite pour l'épisode 8, la fin de l'expédition du Mexique et la Prusse d'Otto von Bismarck.